Suite du séminaire de recherche sur l'islamophobie avec cette fois-ci Olivier Lecourt-Grandmaison. Cet historien de formation et auteur du livre Immigration et Islam, représentation et stigmatisation était présent la semaine dernière à l'EHESS. Le sujet de sa conférence, comment les discours scientifiques ont-ils encouragé et fait naître l'islamophobie en France? Bien, bonjour à tous. Merci à Olivier Lecourt-Grandmaison d'avoir accepté l'invitation, d'être venu pour échanger avec nous dans le cadre de ce séminaire sur l'islamophobie. On est, je vous le rappelle, rentré dans la deuxième phase au niveau thématique, après la question de la construction des représentations européennes de l'islam et des musulmans. On est rentré dans cette phase qui traite de l'islamophobie et des discours scientifiques ou pseudo-savants. Voilà. Donc, on accueille aujourd'hui Olivier Lecourt-Grandmaison, qui est historien de formation et qui travaille sur deux grandes thématiques. J'en ai repéré deux grandes. Tout d'abord, la question de la citoyenneté pendant la Révolution française, qui a donné lieu en 1992 à un ouvrage qui s'intitule Les citoyens en révolution, 1789-1794, et la principale thématique que vous abordez depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui est la question de l'histoire coloniale et ses prolongements. Vous êtes enseignant en histoire, sciences politiques à Évry, donc votre intervention d'aujourd'hui va porter sur le lien entre immigration et islam, représentation et stigmatisation pour la période 1920-1950 en France. À vous la parole, vous avez 1 heure, donc vous avez le temps, on vous écoute. Merci. Une précision, je ne suis pas historien, non pas que je récuse le titre académique, il n'y a rien d'infamant, mais il se trouve que je ne suis pas historien. Alors la difficulté à me situer est sans doute liée au fait que depuis un certain temps, je pratique ce que Foucault pratiquait infiniment mieux que moi, évidemment, à savoir des approches dédisciplinarisées. Et donc mes ouvrages sont à la fois des ouvrages qui mobilisent évidemment des événements historiques, mais j'ai la faiblesse de croire que pour la colonisation, comme pour beaucoup d'autres objets, ces objets ne sont pas, parce qu'ils appartiennent au passé, ils ne sont pas exclusivement du ressort de l'histoire. Et qu'il me semble que pour appréhender l'histoire coloniale dans toute sa complexité, il est évidemment nécessaire de faire de l'histoire, c'est nécessaire mais à mes yeux insuffisant, dans la mesure où il faut faire aussi autre chose. Et il faut s'intéresser aux représentations, il faut s'intéresser au droit, il faut s'intéresser à l'histoire du droit, il faut s'intéresser aux filiations et à un certain nombre de généalogies juridiques qui permettent de comprendre comment des dispositifs encore aujourd'hui en vigueur ont des origines coloniales. Il faut casser justement un certain nombre de frontières disciplinaires qui, me semble-t-il, se sont considérablement renforcées, notamment entre l'histoire métropolitaine et l'histoire coloniale, entre l'histoire sociale et l'histoire coloniale, pour montrer qu'il y a des liens extrêmement forts entre l'histoire coloniale et l'histoire sociale. Bref, donc je suis un peu historien, un peu philosophe, un peu juriste, ce qui m'expose à pas mal de critiques au motif que, étant un peu tout cela, je ne suis rien de tout cela. Enfin bon, ça, c'est pas très grave. Alors, sur le sujet relatif à la question de l'immigration, qui d'ailleurs suppose là aussi de s'affranchir à la fois de certains cadres chronologiques et de certains cadres disciplinaires. Les cadres disciplinaires, c'est ne pas séparer l'histoire de la métropole, ou en tout cas certains aspects de l'histoire de la métropole de l'histoire coloniale, s'affranchir d'un certain nombre de cadres chronologiques, c'est-à-dire ne pas s'en tenir uniquement parfois à des chronologies relativement courtes, trop courtes, qui empêchent éventuellement de voir comment prospèrent, sous des formes diverses et pour des raisons qui ne sont pas forcément faciles à élucider, j'y reviendrai, des représentations qui en général et en particulier débouchent également sur des pratiques. Alors, sur la question de l'islamophobie, je voudrais tout d'abord faire quelques remarques préalables sur, disons, le terme et le concept, et ensuite quelques remarques préalables sur ma propre présentation, dans la mesure où c'est une présentation qui s'inscrit dans un travail qui est déjà engagé depuis un certain temps, où j'ai évidemment croisé
des représentations relatives à l'islam, dans Coloniser, exterminer sur la guerre et l'État colonial évidemment, et dans un ouvrage que j'ai publié plus récemment qui s'appelle donc La République impériale, politique et racisme d'État. Et donc dire simplement ceci que c'est un travail en cours qui n'est pas achevé, qui est forcément de ce point de vue-là imparfait, et quand bien même d'ailleurs serait-il achevé, il resterait évidemment imparfait. Alors sur la question de l'islamophobie, en espérant évidemment que tout cela n'a pas été dit, si c'est le cas je passe mon chemin et vous m'arrêtez immédiatement. Simplement, je reviendrai sur la situation qui est la nôtre actuellement, d'un point de vue immédiatement conjoncturel, mais qu'au fond, pour en donner une définition générale, on pourrait considérer que l'islamophobie relève donc de l'imputation à l'islam et à ceux qui musulmans par conséquent, quelle que soit par ailleurs leur nationalité, ce qui me paraît là évidemment très important, y compris d'ailleurs du point de vue des effets politiques, d'un certain nombre de caractéristiques qui vont faire de l'ensemble, c'est-à-dire la religion et les musulmans, l'islam, au fond une religion réputée inférieure et dangereuse, et inférieure parce que dangereuse. Et éventuellement l'inverse est également vrai, au motif que l'islam, alors là on va voir que le motif, dans tous les sens du terme là, est relativement ancien, au motif que l'islam serait incompatible avec le progrès des sciences, des techniques, de la raison, de l'émancipation féminine, et par voie de conséquence incompatible avec des principes démocratiques. Alors il me semble qu'il faut évidemment distinguer cela des caricatures, qu'elles soient écrites ou qu'elles apparaissent sous la forme de dessins, et qui s'assument comme caricature, c'est-à-dire, et par définition même de la caricature, qui repose sur l'accentuation volontaire, parfaitement consciente, du caricaturiste et de celui ou de celles et ceux qui prennent connaissance des dessins, d'un trait, mais où personne n'est dupe, qu'il s'agit bien d'une caricature. Autre chose, évidemment, le jugement politico-esthétique qu'on peut avoir sur la chose, mais qui me semble relever là d'un autre phénomène et emporter d'autres considérations. Bref, relativement à l'islamophobie, je donnerai là des exemples concrets, mais elle me semble reposer sur un mode opératoire et sur une série de coups de force rhétoriques qui sont en fait communs au fond à tous les discours racistes, sexistes, homophobes, négrophobes, arabophobes, antisémites, et même si évidemment l'islamophobie présente un certain nombre de particularités. Alors, mode opératoire et coup de force rhétorique, évidemment l'opération classique qui consiste tout d'abord à prendre la partie pour le tout, qui est au b.a.-ba, si je puis dire, au fondement essentiel et élémentaire des discours phobiques, quel que soit le groupe visé. Et on va le voir, ça fonctionne, évidemment, ça peut se nourrir aisément de l'actualité, prendre la partie pour le tout des islamistes radicaux, par exemple, pour l'ensemble de l'islam. De même que des caractéristiques supposées des Noirs, des Juifs, des femmes sont réputées valoir pour l'ensemble des groupes noirs, femmes, juifs, etc., etc. Et pour dire autrement, il me semble qu'il y a au fondement donc de cette opération une universalisation sauvage donc de singularités qui sont en plus de cela, en général et en particulier, essentialisées ou naturalisées. Et le signe, mais qui est un signe, langagier de cette opération se condense la plupart du temps dans le vocabulaire employé lorsque surgit le terme, le musulman, le noir, l'arabe, le juif, la femme, le jeune des banlieues, dont la fonction du terme, évidemment, est bien, sous couvert de qualifications et de désignations prétendument objectives, de stigmatiser en faisant croire qu'il existe bien une sorte d'ensemble, une sorte d'essence, de ces différentes catégories. Le second type d'opération, qui conduit là encore à l'essentialisation et une sorte d'universalisation là aussi sauvage, consiste au fond à déshistoriciser l'histoire de l'islam ou encore à faire de l'islam au fond une religion sans histoire, ou encore sans autre histoire du moins que celle des guerres, des conflits et des obstacles que l'islam est réputé avoir constamment opposés aux progrès divers et variés. Et là encore, une conjoncture particulière à un moment donné dans un pays donné, et donc, encore une fois, universalisée, ce qui permet donc, là aussi et là encore, de parler de l'islam au singulier en confondant, encore une fois, la partie et le tout, et en négligeant l'extrême diversité des courants qui se revendiquent d'eux. Alors, toutes opérations qu'on va retrouver dans les différents exemples que je vais citer dans un instant, et qui relèvent là
j'y reviendrai, d'une islamophobie savante. Et évidemment, l'adjectif est très important parce qu'il annule, bien sûr, le nom auquel il se rapporte. Je veux dire par là que dès lors que, évidemment, cela est pensé comme savant, le discours tenu n'est plus pensé comme islamophobe, mais qu'en relevant, évidemment, pour celui qui tient le stylo, celui qui tient le discours, ça peut être parfois les deux, j'y reviendrai en donnant un exemple célèbre, relève évidemment non pas de la stigmatisation, mais relève du constat et de l'analyse historique, sociologique, éventuellement philosophique. Alors, une islamophobie savante qui a des origines relativement lointaines, que l'on retrouve notamment au cours de l'histoire coloniale française, en précisant immédiatement pour moi que ce détour par l'histoire coloniale, entre autres, n'est pas conçu comme une sorte d'analyse des causes de l'islamophobie contemporaine, mais pour reprendre un concept emprunté à Hannah Arendt, bien plutôt comme une recherche des origines de, ce qui n'est pas synonyme. Je ne prétends pas du tout que ces discours islamophobes savants qui étaient dominants, j'y reviendrai, sous la Troisième et une partie de la Quatrième République, dans l'institution universitaire et dans l'académie, comme on dit aujourd'hui, plutôt comme on disait autrefois, sont la cause des discours islamophobes contemporains. Mais qu'à l'évidence, il y a là des origines. Alors après, il faudrait voir les filiations. J'essaierai d'en relever quelques-unes et de relever également à la fois des filiations et des ruptures, parce que je crois qu'il faut penser les deux en même temps pour comprendre comment justement prospèrent des discours qui nous paraissent relever de la scientificisation du sens commun, pour le dire comme ça, mais qui n'étaient pas perçus ainsi par ceux qui les tenaient et par les contemporains qui recevaient ces discours. Alors, relativement à la situation qui est la nôtre, on se trouve là, et avant de partir du côté de l'histoire coloniale, dans une situation qui présente à la fois des analogies et des différences très fortes. Les analogies sont patentes, évidemment, du point de vue des discours tenus. Les différences sont liées, me semble-t-il, entre autres, à ceci que, même si la chose est relativement nouvelle, nous sommes effectivement confrontés au retour d'une islamophobie de type élitaire, c'est-à-dire tenue par des élites politiques, éventuellement administratives, policières, gendarmesques et je ne sais quoi encore. Mais à la différence de ce qui pouvait exister sous la Troisième et la Quatrième République, cette islamophobie élitaire peut, pour le moment en tout cas, difficilement s'appuyer sur une islamophobie de type savante. Ce qui sont deux choses différentes. On peut très bien avoir affaire à une islamophobie de type élitaire, c'est-à-dire tenue par une partie des élites politiques administratives de ce pays, sans que cette islamophobie soit savante. Je pourrais donner un exemple concret. Il est quand même difficile d'analyser des discours tenus par Nadine Morano comme relevant d'une islamophobie savante. Ça serait beaucoup lui accorder. Que ça soit une islamophobie élitaire et politique, assurément, savante, évidemment non. Donc les deux ne sont pas forcément liés, mais en même temps, sous la Troisième et la Quatrième République, les deux étaient liés dans la mesure où l'islamophobie élitaire s'appuyait d'une islamophobie savante. Pour le moment, cette islamophobie savante, elle est encore, jusqu'à quand je n'en sais rien, elle est extrêmement marginale. Et dans l'institution, encore qu'un certain nombre de signes significatifs en l'occurrence, montrent que les choses évoluent. Alors elles évoluent pas de façon absolument spectaculaire, mais quand même, de cela j'imagine que vous êtes évidemment au courant. Je pense, là aussi si tout cela est connu, je passe très vite, mais je pense évidemment à l'ouvrage de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel et racines grecques de l'Europe chrétienne, dont il faut quand même rappeler qu'il n'a pas été publié dans une petite maison d'édition style l'Harmattan, mais qu'il a été publié dans la très grande et très prestigieuse maison d'édition Le Seuil, et dans la non moins très grande et très prestigieuse collection L'Univers historique. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Et par ailleurs, cet ouvrage a fait l'objet d'une recension, une recension par des journalistes écrivant dans des grands quotidiens du soir, notamment Le Monde pour ne pas le citer, extrêmement élogieuse, et pour ne pas le citer non plus, élogieuse sous la plume de Roger Paul Droit, qui, en ces matières, visiblement fait de son inculture crasse vertu, qui a donné lieu à une réponse extrêmement argumentée, très précise et tout à fait passionnante. Le problème, c'est que, évidemment, elle n'a pas reçu la même couverture médiatique, dans la mesure où, évidemment, il était difficile pour Roger Paul Droit, alors même que les auteurs du livre lui ont demandé de passer un rectificatif dans Le Monde, la chose a été refusée. Donc, évidemment, je ne m'étends pas là-dessus,
l'ouvrage absolument passionnant d'Alain de Libera, entre autres, Les Grecs, les Arabes et nous, où globalement le livre de Guggenheim est haché menu et au terme duquel il n'en reste rien sur le plan académique et scientifique. Il n'en reste pas moins que ce livre, au-delà de son ineptie académique et scientifique, étant donné la façon dont il a été, la maison d'édition dans laquelle il a été publié, et donc l'aura académique que cette institution lui a conférée, redoublé par l'article élogieux de Paul Droit, peut néanmoins être quand même interprété comme un signe que, de ce point de vue-là, les choses évoluent, et de mon point de vue, évidemment, évoluent négativement, dans la mesure où la thèse, mais je ne m'étends pas plus, défendue par Guggenheim, est en fait présentée comme radicalement nouvelle et d'une banalité, si je puis dire, à périr, et sous sa forme la plus ramassée, qui consiste à soutenir la thèse selon laquelle l'Europe, ou l'Occident, comme il parlerait sans doute, ne doit strictement rien à l'islam en général, à la médecine, à la philosophie, à l'astronomie, aux mathématiques et que sais-je encore, mais que, évidemment, nous sommes en filiation directe avec la solaire et prestigieuse Athènes, ce qui est d'une nouveauté fracassante. Alors, ce sont des éléments qui me paraissent là relativement nouveaux, mais qui en même temps soulignent un certain nombre de différences par rapport à la situation antérieure. Sous la quatrième, la troisième, et éventuellement on pourrait remonter bien au-delà, dans la mesure où, et sans croire que tout cela peut s'inscrire dans une sorte de généalogie complète et je dirais presque mécaniste, repérer assez facilement, et en remontant parfois plus loin que la Troisième et la Quatrième République, des textes qui peuvent être considérés comme relevant de l'islamophobie savante, pour ne pas dire philosophique. Si je cite celui-là, c'est parce qu'il est souvent mobilisé par un certain nombre de philosophes, de sociologues et d'historiens de la Troisième République. C'est un passage de Montesquieu dans l'Esprit des lois, où Montesquieu, réfléchissant sur la variable, pour le dire en ces termes, religieuse, dans les rapports entre cette variable religieuse et les formes de gouvernement, et plus exactement entre la variable religieuse et les types de gouvernement, écrit cette chose, que le gouvernement modéré convient mieux à la religion chrétienne et le gouvernement despotique à la mahométane. Toute thématique qui va être assez considérablement enrichie, c'est Esprit des lois, tome 2, livre 24, chapitre 3, page 141-142, pour ceux qui voudraient trouver les références. Tout discours qui va être repris, déployé, argumenté, notamment au début de la Troisième République, et constitutif, de même qu'il y a un racisme républicain, constitutif donc aussi d'une islamophobie savante et républicaine. Sans doute faudrait-il d'ailleurs réfléchir plus avant sur les rapports entre le premier terme et le dernier, et la République, c'est-à-dire en quoi non seulement la référence républicaine n'est pas un préservatif, pour le dire ainsi, contre des écrits, des pratiques islamophobes, mais au mieux, pire ou plus grave encore, en quoi la République et la défense d'un certain nombre de principes, la laïcité évidemment, peut au contraire être ce qui va fonder et légitimer un discours ou des discours, et évidemment aussi des pratiques de type islamophobe. Celui que je vais citer appartient au panthéon républicain, et quand le texte que je cite est en fait une conférence prononcée par lui en la très prestigieuse Sorbonne, dont il était professeur, également au Collège de France. C'est évidemment le texte d'Ernest Renan qui s'appelle « L'islam et la science », qui est une conférence donc prononcée en la très prestigieuse Sorbonne le 29 mars 1883 et publiée peu de temps après sous le même titre. Et dans laquelle conférence, Renan déclare ceci, sous la forme d'un pur constat. Et évidemment, cette citation m'intéresse notamment pour illustrer ce que je disais tout à l'heure en des termes très généraux. Toute personne un peu instruite des choses de notre temps voit clairement l'infériorité actuelle des pays musulmans, la décadence des États gouvernés par l'islam, la nullité intellectuelle des races qui tiennent uniquement de cette religion, leur culture et leur éducation. Tous ceux qui ont été en Orient ou en Afrique sont frappés de ce cas de fatalement borné, l'esprit d'un vrai croyant, de cette espèce de cercle de fer qui entoure sa tête, la rend absolument fermée à la science,
incapable de ne rien apprendre et de rien s'ouvrir à aucune idée nouvelle. Ce qui est un bel exemple là aussi, qui consiste à prendre la partie pour le tout et donc à procéder à une sorte de mauvaise universalisation, c'est-à-dire de prendre un moment donné particulier, très singulier de l'histoire de l'islam pour conclure que ce qui est en cause, ce n'est pas un moment particulier de l'histoire de l'islam, mais c'est bien l'islam en tant que tel. C'est bien qu'il y aurait une sorte d'essence de l'islam qui permettrait de rendre compte de cette période singulière qui est celle qui retient l'attention de Renan. Et de la considération générale à l'exemple particulier, lequel évidemment est fait pour illustrer la considération générale et pour la renforcer par un exemple particulier et mieux saisir les conséquences singulières, spécifiques, individuelles et subjectives de cet islam. Renan ajoute ceci: à partir de son initiation religieuse vers l'âge de 10 ou 12 ans, l'enfant musulman, jusque-là quelquefois assez éveillé, devient tout à coup fanatique. Plein d'une sorte fierté de posséder ce qu'il croit être la vérité absolue. Ce fol orgueil est le vice radical du musulman. On était parti de considérations générales sur les musulmans, des pays musulmans, et on arrive évidemment à la saisie de ce qui apparaît bien comme étant l'essence du musulman, et qui permet à la fois de rendre compte du passé, qui permet de rendre compte du présent, et qui permet évidemment aussi de rendre compte de l'avenir, puisqu'il est clairement établi que, pour des raisons qui sont là, et principalement et fondamentalement liées à la variable religieuse, pour le dire en ces termes, ce musulman est évidemment, à partir d'un certain âge, incapable de progrès. Ce qui va évidemment aussi fonder, dans les discours qui vont être tenus après, fonder toute une série de caractérisations et de considérations sur l'inassimilabilité supposée du musulman. Et donc, c'est la conséquence de la première caractérisation, évidemment, sa dangerosité supposée lorsqu'il est présent en métropole. Donc, émergence d'une islamophobie et savante et républicaine qui va prospérer et qu'on retrouve. Et alors, c'est là où les choses sont intéressantes, contrairement à ceux qui affirment que. Alors, je vois bien où est le problème, et évidemment, c'est un problème. Mais en même temps, et dans certains cas, ça peut attirer notre attention sur des aspects de certains textes qu'on lit autrement dès lors qu'on est sensible à certaines conjonctures immédiatement contemporaines. Je pense en particulier à toute une série de textes qui ont été analysés, de textes, là encore, de textes universitaires. Je ne parle pas de pamphlets ou... je parle de textes académiques et universitaires. De textes académiques et universitaires sur l'immigration qui ont très souvent été, à juste titre d'ailleurs, analysés comme des textes donnant de l'immigration, je reviendrai parce que le terme est de lui, de l'immigration dite exotique, puisque le terme est employé entre autres par Georges Mocco, donc de l'immigration exotique, des représentations stigmatisantes et relevant de caractérisations de type raciste. Ce qui est vrai. Et effectivement, si on prend toute une série de textes, pas simplement sur l'immigration, mais sur les Arabes, qu'ils soient d'Algérie, de Tunisie, du Maroc ou de je ne sais où, encore en tout cas de ces Arabes dans l'espace colonial français, on a évidemment affaire à des textes, alors je reviendrai sans doute aussi sur la raison pour laquelle c'est les deux, on a évidemment en général et en particulier affaire à des textes qui relèvent donc de l'expression d'un racisme de type scientifique. Mais en les relisant, souvent, on s'aperçoit que ces textes qui relèvent effectivement de l'expression d'un racisme scientifique sont presque toujours aussi des textes qui font intervenir la question de l'islam. Et donc, ils ne sont pas uniquement racistes, ils sont aussi, et en général et en particulier, immédiatement islamophobes. La raison de cela me semble liée à ceci que, pour reprendre une distinction empruntée à Michel Foucault, c'est que qui distinguait le sauvage du barbare. Que dans l'espace colonial français, celui-là entre autres, mais la distinction me semble-t-il vaut ailleurs que l'espace colonial français. Dans l'espace colonial français, au fond, la figure du sauvage, archétypique du sauvage, c'est la figure du noir. En tant qu'il est résolument sauvage parce qu'il est considéré comme un homme sans histoire, sans civilisation, sans religion, sans culture, digne de ce nom. Là où le barbare, ce n'est pas l'homme sans, ce n'est pas l'homme privé de, c'est au contraire l'homme qui a une culture,
oui, qui a une culture, une civilisation et une religion, et plus exactement une religion, une culture et une civilisation, mais qui, si je puis dire, et pour le dire en ces termes, n'a pas la bonne civilisation, ni la bonne religion, ni la bonne culture. Autrement dit, le barbare, ce n'est pas l'homme sans qualité, c'est au contraire un être qui est plein de quelque chose, d'une civilisation, d'une culture, d'une religion, mais où ce qui fait problème, ce n'est pas le fait qu'il est sans, c'est au contraire le fait qu'il est plein de. Et évidemment, lorsque certains s'interrogent sur les problèmes posés par le noir et l'arabe, pour le dire en ces termes, ils ne tardent pas à faire le constat, effectivement, que dans le cas de l'arabe, ce qui fait problème, ce n'est pas tellement qu'il est sans, mais justement qu'il est une sorte de trop-plein de religion, de culture, de mœurs déterminées et de pratiques déterminées par cette même religion. L'ensemble étant là aussi, pour revenir, mais je ne l'avais pas quitté, à la question de la Troisième et de la Quatrième République, et toujours pour emprunter ce concept à Michel Foucault, l'ensemble étant constitutif de ce que Foucault appelle, et que je reprends à mon compte là, que j'avais analysé ailleurs pour d'autres problèmes, étant constitutif donc d'un régime de vérité. En précisant immédiatement ce que Foucault entend par là, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur la chose, c'est que Foucault entend par régime de vérité non pas la vérité avec un V majuscule, mais entend par régime de vérité ce qui, à un moment donné, est tenu comme vrai dans une société donnée, et tenu comme d'autant plus vrai que, justement, les thèses avancées le sont évidemment à partir dans le cadre d'un certain nombre de sciences, humaines notamment, considérées parfois comme particulièrement prestigieuses. Et donc, ce qui m'intéresse, entre autres aussi, c'est d'essayer de comprendre comment se sont petit à petit, au fond, constitués, ou s'est constitué relativement à l'islam, à ses représentations et un certain nombre de discours tenus ou de textes écrits sur, s'est constitué, au fond, une sorte de régime de vérité propre. Alors, dans un premier temps, à la Troisième République, et dont on va voir qu'il a assez considérablement évolué sous la Quatrième, immédiatement après 1945, pour des raisons sur lesquelles j'essaierai de revenir rapidement. Donc, tout d'abord, racisme et islamophobie. Et après quoi, j'ai traité dans une seconde partie de immigration coloniale et islamophobie savante après 1945. Alors, racisme et islamophobie, la littérature sur ces questions est proliférante, extrêmement importante. Je m'en tiendrai principalement à l'ouvrage donc, de Georges Mocot, Les étrangers en France, leur rôle dans l'activité économique, qui est une thèse. C'est évidemment très important de le souligner. Soutenu, je crois, dans les murs de la très prestigieuse Sorbonne. Et, faut-il le rappeler, pas simplement une thèse parmi beaucoup d'autres, mais une thèse qui a fait de son auteur l'un des meilleurs spécialistes, jugé-t-elle en tout cas, mais meilleur spécialiste donc de l'immigration sous la Troisième République et en partie sous la Quatrième, puisqu'à la suite de cette thèse, effectivement, Georges Mocot va être amené à occuper des responsabilités nationales et internationales dans un certain nombre d'organismes français et internationaux relatifs à l'immigration et relatifs à des institutions qui s'intéressaient à la démographie. Grand problème français depuis très longtemps et qui a suscité toute une série de discours sur la décadence et donc, enfin bref. Donc c'est pas un texte mineur, c'est au contraire un texte très important et qui a beaucoup contribué à faire donc, qui a contribué à faire de son auteur une très grande figure intellectuelle, savante, institutionnelle, sous la Troisième et la Quatrième République. Dans cette thèse, Mocot se livre à une sorte de taxinomie comparative des émigrations européennes et de ce qu'il appelle, les émigrations exotiques, pour reprendre ces termes. Puisqu'il inclut dans les représentants l'émigration exotique, l'émigration coloniale, maghrébine, asiatique, noire, venant de l'Empire ou venant de l'extérieur de l'Empire, mais globalement venant plutôt de l'Empire français. Et dans le cadre de cette taxinomie comparative, entre les mérites et les méfaits de l'émigration européenne et exotique, Mocot est amené donc à traiter des avantages et des inconvénients de l'émigration européenne, mais il ne peut pas, bien sûr, donc il ne le fait pas,
les problèmes posés par l'immigration européenne ne sont pas d'abord avant tout des problèmes relatifs, disons, ethnico-raciaux. Pas même évidemment des problèmes de type cultuel et ou culturel. Bien plutôt des problèmes de type éventuellement politique, notamment parce que à l'époque où Moko écrit, donc c'est une thèse qui est parue en 1932, est un sujet d'inquiétude relativement grand en France. Alors c'était un sujet d'inquiétude avant, mais c'est de nouveau un sujet d'inquiétude pour des raisons politiques liées au devenir de l'Italie, c'est-à-dire la présence en France d'une très importante ou jugée importante, parce que là il faut évidemment se méfier de la façon dont une émigration est perçue. Elle peut être perçue comme très importante alors qu'elle est objectivement peu importante, on est assez bien placé pour le savoir. Et donc, ce qui inquiète Moko, notamment lorsqu'il traite de l'immigration italienne, ce ne sont pas évidemment des considérations de type ethnico-racial, moins encore des considérations de type cultuel, puisque ceux-là sont bien blancs et en général plutôt catholiques. Mais le problème là, c'est que l'immigration à laquelle il pense n'est pas particulièrement catholique, puisque ce qui l'inquiète, c'est évidemment l'arrivée en France d'un nombre important d'émigrés italiens qui ont fui le fascisme et dont la dangerosité ne repose pas sur leurs caractéristiques ethnico-raciales, mais repose sur des critères d'ordre politique. Et donc là, le problème n'est pas d'abord et avant tout un critère de défense de l'identité nationale, comme on dirait aujourd'hui, mais plutôt l'inquiétude étant une inquiétude relevant de la défense de l'ordre public. Je vous passe les détails. C'est un texte qui est à la fois xénophobe, c'est un texte qui est à la fois antisémite, ce qui prouve d'ailleurs que l'antisémitisme savant avait également opinion sur rue, parce qu'il y a des considérations sur les juifs du Marais qui présentent un certain nombre de traits physiques et évidemment un certain nombre de traits de caractère, perçus comme, à la différence donc de cette immigration européenne, comme étant la somme de cela, plus également aussi leurs caractéristiques religieuses et culturelles, comme étant pensées, là aussi et là encore, comme posant un certain nombre de problèmes, mais là, relatifs à leur quasi-impossibilité à s'assimiler, comme on le dit à l'époque, dans les, entre guillemets, 12 eaux de la République, qui n'étaient pas si douces que cela. Relativement à l'immigration dite exotique, et plus précisément relativement donc aux Arabes. Et là, Moko distingue le noir de l'arabe, et sa distinction repose, évidemment il ne le sait pas mais peu importe, repose et recoupe la distinction donc entre le sauvage et le barbare. Et donc relativement à l'arabe, Moko mobilise évidemment des considérations de type ethnico-racial, très classiques, et mobilise évidemment aussi toute une série de critères culturels et cultuels, ou culturels, qu'il trouve dans l'islam justement, et qui lui permet, estime-t-il, de saisir une caractérologie particulière de l'arabe musulman. En général, les deux étant pris pour des synonymes. Alors, à la fois collectivement et individuellement, l'islam est perçu donc comme une religion de guerre, faisant l'exaltation de la violence, à la fois collective et éventuellement individuelle, permettant de rendre compte, alors c'est un grand classique ça, dans la littérature coloniale, littérature au sens général du terme, pour rendre compte de la haine du musulman, de la haine éprouvée par le musulman envers le roumi, le chrétien, qui n'est évidemment pas mis sur le compte de la situation coloniale, mais sur le compte de l'islam, évidemment, qui est constitutive l'ensemble, au-delà de Moko, d'une psychologie des peuples très importante, l'école française de psychologie des peuples, et notamment l'école française de psychologie des peuples, sise en l'université d'Alger, sous la direction de quelqu'un qui a joué un rôle très important dans la constitution de la psychologie ethnique, comme on disait aussi à l'époque, sur lequel Moko d'ailleurs s'appuie, ou auquel il emprunte un certain nombre d'éléments, psychologie ethnique donc développée par un certain Antonin Porot, très grande figure de la psychologie ethnique de l'entre-deux-guerres, et dont le fils va, si je puis dire, continuer l'œuvre du père après 1945, avec des considérations sur l'arabe dans un dictionnaire de psychologie publié après 1945 qui sont tout à fait singulières. L'ensemble permet donc à Moko de reprendre un certain nombre de thèmes qui, si je puis dire, courent les rues en Algérie comme en métropole, relativement aux caractéristiques de l'arabe et du musulman. Moindre capacité à dominer ses passions, et évidemment ça s'inscrit dans
dans les analyses faites par Renan, c'est-à-dire sur le fait que l'islam étant perçu comme cette religion qui bloque le développement intellectuel de ceux qui suivent cette religion, ça permet aussi de comprendre pourquoi, et d'expliquer effectivement pourquoi, d'un point de vue individuel, cette stagnation dans le progrès de l'exercice de la raison a des conséquences évidemment sur la moindre capacité des Arabes à dominer leurs affects. Toutes choses étant égales par ailleurs, c'est une caractéristique qui partage évidemment avec les femmes. Alors de toute race, celle-là, blanche comprise. On pourrait faire d'ailleurs, il y a toute une série on pourrait faire aussi un certain nombre d'analyses sur, dans certains cas, sur la sorte de féminisation de l'arabe, ou en tout cas, dans certains cas, ou dans d'autres, dans son hyper-masculinité, perçue évidemment comme dangereuse. Parce que le fait que l'arabe musulman soit pensé comme moins capable de maîtriser ses passions a une conséquence très importante, notamment, il est perçu comme un être, notamment sur le plan moral, social et sexuel, comme un être doté d'une sexualité anormale. Qui donne lieu à des thèses, qui sont des thèses là de médecine, qui vont constater la chose. Je pense là en particulier à une thèse qui est issue en 1939, où l'une des caractéristiques de l'arabe musulman, c'est d'avoir une propension plus importante que les autres à l'exhibitionnisme et à un érotisme débridé. Plus évidemment, alors là c'est une caractéristique qui n'est pas spécifique aux barbares, qui est propre aussi aux sauvages, c'est-à-dire propre à la fois propre à la fois à l'arabe et au noir. C'est évidemment un rapport assez particulier au travail et un rapport marqué justement par c'est dit parfois et écrit texto, une forme de mépris pour le travail. Et donc évidemment une sorte d'exaltation de la fainéantise, du rien faire, qui peut donner lieu, alors qui peut s'appuyer sur des constats réputés objectifs et sur des photos éventuellement, bien sûr, laquelle est supposée rendre compte d'une réalité saisie de façon absolument objective. La conséquence de cette affaire, c'est-à-dire de cet ensemble de caractéristiques qui puisent à la fois dans des considérations de type ethnico-racial, dans des considérations de type cultuel et culturel, les conséquences de l'ensemble de cela sont extrêmement importantes, à la fois en Algérie et en métropole. Très importantes dans l'Algérie des départements français, puisque c'est cette caractérisation-là de l'arabe comme moindre capacité à progresser dans l'exercice de la raison, etc., passion exacerbée, les juristes vont en tirer une conséquence, et ceux qui travaillent sur la délinquance également vont en tirer une conséquence, c'est qu'il faut évidemment que le droit pénal dans l'Algérie coloniale soit évidemment beaucoup plus sévère que le droit pénal en métropole, parce qu'il s'agit de sanctionner différemment et plus sévèrement la récurrence et la réitération d'actes qui sont plus courants et plus graves en Algérie en raison de la caractérologie particulière des Arabes et des musulmans. Donc ce n'est pas simplement des représentations, c'est évidemment aussi des représentations qui légitiment des pratiques, et des pratiques qui sont parfois juridiquement sanctionnées. Globalement, le tout débouche sur... pour ce qui est de l'Algérie coloniale, ce qui permet aussi de comprendre les particularités du droit colonial dans certains cas, et entre autres du Code de l'indigénat, sur la théorie du bon tyran, puisque la chose est entre autres théorisée et formalisée par Ernest Renan, repris par Jules Ferry et globalement par tous les juristes, politistes et historiens de la Troisième République, selon laquelle le régime du bon tyran est le seul régime adéquat aux mœurs particulières des Arabes, et notamment en Algérie. En France, en métropole, la conséquence de l'ensemble de ces représentations, dont Moko ne fait au fond que reprendre des représentations, ou des thèses, qu'il va trouver en histoire, en géographie, en psychologie ethnique, éventuellement du côté de la médecine, et qu'il agrège, si je puis dire, ou qu'il remet en forme pour ce qui l'intéresse, c'est-à-dire pour l'analyse des avantages et des mérites, et surtout dans ce cas-là des inconvénients, de l'immigration dite exotique. Relativement en France, évidemment, la conclusion de Moko est qu'à la différence de l'immigration de type européenne, l'immigration nord-africaine, comme on le dit à l'époque, est évidemment inassimilable. Et étant inassimilable, ou pour le dire autrement, la dangerosité de cette immigration est évidemment indexée sur sa supposée inassimilabilité. Ou pour le dire encore autrement, plus une immigration va être jugée inassimilable, plus elle va être réputée dangereuse dès lors qu'elle est présente massivement ou minoritairement, enfin bref,
sur le territoire national. La conséquence, c'est effectivement relativement aux Arabes, l'idée selon laquelle, étant inassimilable, la nécessité, évidemment, de contrôler cette émigration. Et des représentations aux pratiques, là, la route va être très directe, c'est antérieur à la thèse de Moko, mais effectivement, je rappelle simplement que jusqu'en 1914, les indigènes musulmans, donc sujets français, alors sujets au sens de assujettis, pas au sens de sujets en tant qu'ils seraient titulaires de prérogatives qui en feraient des égaux citoyens français, c'est évidemment pas de cela qu'il s'agit, mais les indigènes en tant que sujets français sont, ça fait partie de leur statut d'indigène, privés de la liberté de circulation et dans les départements français d'Algérie et entre les départements français d'Algérie et la métropole. Cette absence de liberté de circulation entre les départements français d'Algérie et la métropole est levée en 1914 ou 1900, ça doit être 1914, pour des raisons évidemment liées à la guerre et maintenues par la suite jusqu'en 1924. 1924, la Troisième République rétablit des dispositions juridiques restrictives qui ne pèsent, restrictives en matière d'émigration, qui ne pèsent évidemment que sur les sujets indigènes algériens. Un colon français peut évidemment se déplacer à la fois parfaitement librement dans les départements français d'Algérie et entre l'Algérie et la métropole et l'Algérie, puisque il ne change pas de territoire. Il y a évidemment une discontinuité géographique, mais il y a continuité administrative, politique et juridique pour lui. C'est comme lorsque nous allons en Martinique, nous ne sortons pas du territoire national. Nous faisons simplement que changer de département. Par contre, pour l'émigré nord-africain, algérien en l'occurrence, lui va, à partir de 1924, et en raison de l'augmentation significative du nombre d'émigrés nord-africains en métropole, va se trouver soumis à un certain nombre de dispositions restrictives. Je ne m'étends pas, on pourra éventuellement y revenir dans le débat, dont certaines vont se retrouver dans le droit des étrangers beaucoup plus tard. Et une partie du droit des étrangers, ou certaines dispositions du droit des étrangers encore en vigueur aujourd'hui, ont des origines coloniales. Et donc, à partir de 1924, remise en cause radicale de la liberté de circulation pour les indigènes nord-africains au motif et au nom de leur dangerosité. Ce discours, qui est à la fois un discours raciste et islamophobe, va rebondir après 1945. Alors, le terme rebondir est trivial, si je puis dire, et en tout cas imprécis. Imprécis parce que trivial. Parce que ce qu'il s'agit de penser là, et en tout cas pour le formuler en ces termes, la question, je ne prétends pas la résoudre, mais en tout cas c'est la question qui me taraude, si je peux dire. La question peut se formuler de façon relativement simple, je ne suis pas sûr que la réponse le soit toujours. Mais en tout cas, la réponse peut se formuler de façon relativement simple et on peut la formuler ainsi. Ça vaut pour notre actualité à la fois xénophobe, dans certains cas raciste et islamophobe. Comment se fait-il, donc ça c'est la question, comment se fait-il que des discours qui nous semblent, alors surtout lorsqu'on a affaire à des discours, et j'en prends tant par discours, pas simplement des discours qui auraient été prononcés, mais des textes bien sûr, comment se fait-il que des discours, des textes qui nous paraissent à l'évidence relever, comme dirait Bourdieu, de la scientificisation du sens commun, et pour renvoyer de nouveau à Foucault, et donc être constitutif d'un régime de vérité qui à un moment donné était le régime de vérité d'une société, à un moment donné, et d'un certain nombre de sciences humaines mais qui aujourd'hui n'est plus notre régime de vérité, comment se fait-il que ces discours-là perdurent? Qu'est-ce qui permet de comprendre qu'ils aient, dans certains cas, une extraordinaire capacité à perdurer dans le temps et à traverser un certain nombre de ruptures historiques et, dans certains cas, un certain nombre de ruptures épistémologiques, et à se retrouver dans certaines disciplines, plutôt que dans d'autres, éventuellement, mais à ressurgir, si je puis dire. Alors, on ne peut pas rendre compte de cela sous le concept, pseudo-concept, j'aurais tendance à le dire, sauf lorsqu'il est possible de suivre la chose de façon très précise, mais pour emprunter l'expression à Gilles Deleuze, ce pseudo-concept d'encreuse d'influence. Bon, parce que, en général, le terme d'influence est un mot mis pour cacher notre propre perplexité face justement à ces phénomènes de longue durée. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'un discours que nous percevons immédiatement comme relevant du préjugé perdure? Bon. Mettre ça sur le compte de l'influence, c'est en général mettre un mot sur ce qui est le fait problème. C'est-à-dire, comment se fait-il que on croit avoir résolu le problème en mobilisant le pseudo-concept d'influence. En fait, on n'a rien résolu du tout. On met un mot sur notre propre ignorance, ou on met un mot sur notre paresse intellectuelle ou notre difficulté à résoudre le problème. À défaut de résoudre complètement le problème, au moins de considérer qu'il y a là un problème. Donc, comment se fait-il que ça perdure?
Alors, j'ai pas du tout la prétention de répondre à la totalité des problèmes soulevés par la question, qui peut être énoncée en des termes simples, et les réponses non. Simplement, je voudrais prendre un exemple pour essayer de voir comment ça peut fonctionner à travers un exemple très précis. Cet exemple très précis, c'est donc comment, après 1945, perdurent des discours assurément islamophobes. Certes, ils perdurent. Et en même temps, comment se fait-il qu'ils perdurent ? Je veux dire par là, comment se fait-il que ces discours islamophobes perdurent alors même qu'ils ne sont pas... Et s'ils perdurent, c'est que, évidemment, ils ne sont pas perçus par ceux qui les tiennent et par ceux qui les reçoivent comme des islamophobes, mais comme des discours scientifiques. Toujours, encore. C'est évidemment ça qui permet de comprendre que ce type d'écrit ou de discours continue, si je puis dire, sur sa lancée. Mais il ne continue pas sur la lancée parce que les rails seraient continus. Ce qu'il faut arriver à penser, je crois, c'est à la fois des continuités discursives et des discontinuités radicales des arguments avancés pour soutenir ces continuités discursives. Je vais illustrer la chose, le propos général, par des exemples précis. Après 1945, donc, on se trouve dans une situation très particulière, très vite parce que le temps passe, où, pour des raisons historiques et académiques, le concept de race est évidemment un concept qui est, j'allais dire totalement discrédité, non, mais passablement discrédité. Pour des raisons historiques, c'est évidemment la destruction des Juifs d'Europe, et antérieurement le nazisme, bien sûr. Pour des raisons scientifiques, en partie liées éventuellement au premier point, mais pas du tout uniquement, mais en partie liées, mais pas uniquement. Pour des raisons académiques, parce que, entre autres, dans le domaine de l'ethnologie, et ça c'est évidemment très important, Claude Lévi-Strauss, rendons-lui hommage sur ce point comme sur d'autres, publie évidemment Race et Histoire, dont il faut rappeler qu'il est une commande d'ouvrage de l'UNESCO, dans le cadre justement de la volonté qu'a l'UNESCO, après 1945, de faire un sort, à la fois, si je puis dire, politique et culturel, mais également scientifique, ou plus exactement un sort scientifique au pseudo-concept de race, pour mieux pouvoir le combattre sur le terrain politique et culturel. On a donc bien affaire à une double rupture, à la fois, disons, historique majeure, c'est très clair, et une rupture, disons, épistémologique, évidemment très importante. Alors là aussi, là encore, la proposition doit être nuancée dans la mesure où, en matière de rupture épistémologique, il est clair que cette rupture épistémologique est, dans le domaine particulier de l'ethnologie et de la sociologie, massive. C'est-à-dire que, globalement, après Race et Histoire, il est impossible pour quelqu'un qui prétend tenir un discours scientifique dans le domaine de l'ethnologie et de la sociologie de continuer à mobiliser le concept de race. C'est évidemment un discrédit absolu. Les choses sont en fait beaucoup plus compliquées que cela, parce que cette rupture épistémologique qui, là, tranche vraiment l'histoire de ces sciences humaines en deux, les effets sont, dans d'autres disciplines, infiniment plus lents. C'est vrai pour l'histoire, c'est vrai pour la géographie, et c'est encore plus vrai pour la psychologie des peuples. Où là, le concept de race est encore mobilisé, où cela mobilise encore des caractéristiques ethnico-raciales, ce qui fait que, par exemple, un très grand psychologue britannique peut écrire un rapport, c'est pas un article écrit sur un coin d'une table à la va-vite et publié dans une revue complètement mystérieuse que 10 lecteurs auraient lu. C'est un rapport qui fait à peu près 70 pages. C'est un rapport rédigé pour l'Organisation mondiale de la santé, agence on ne peut plus officielle et prestigieuse de l'ONU, validée par cette agence. C'est un article, enfin un très très gros article, 70 pages, qui porte le doux titre de Psychologie et psychopathologie de l'Africain avec un A majuscule. Quelqu'un qui aurait écrit en ethnologie un article du même tonneau en parlant de l'arabe en 1950 ou 56 ou au début des années 60 aurait eu beaucoup de mal à publier dans une revue scientifique. Il aurait peut-être pu publier dans l'équivalent du Figaro Magazine, mais dans une revue scientifique, ça aurait été assez difficile pour lui. Et à mon avis, sa carrière scientifique aurait été obérée à jamais par cette affaire. Rupture épistémologique assurément, mais avec des effets différentiels dans le temps et qui n'affectent pas du tout ni au même rythme, ni, bref, l'ensemble des sciences humaines.
Néanmoins, effectivement, ça produit des effets très importants relativement au discours, aux textes écrits sur l'émigration nord-africaine. Notamment parce que se pose un problème après 1945, qui est un problème pas uniquement théorique, qui est un problème très pratique, c'est qu'après 1945, les indigènes de l'Empire ne sont plus des sujets français, mais sont devenus des citoyens, qui globalement ont des droits et libertés à peu près équivalents à ceux des colons, des bons citoyens français de souche. Nonobstant quelques caractéristiques, je parle pas, je vous fais grâce du double collège en Algérie, enfin, qui sont pas du tout marginales, mais enfin bref. Disons qu'ils sont à peu près nos égaux. Et la conséquence de cette affaire, c'est évidemment qu'il n'est plus possible après 1945 d'établir des mesures discriminatoires à l'endroit des émigrés nord-africains qui disposent donc de la liberté de venir entre la métropole et le département français d'Algérie et qui se rendent donc massivement en métropole, pour des raisons évidemment liées au début des Trente Glorieuses et à la reconstruction nécessaire du pays. Ce qui va évidemment poser un certain nombre de problèmes et mobiliser la fine fleur, et là je le dis sans ironie aucune, presque en tout cas, la fine fleur des élites scientifiques démographiques de France. 3 personnes, entre autres, celui qui est à l'époque un historien, mais qui est plutôt connu à l'époque parce qu'il n'est pas encore complètement historien, il va le devenir très vite et assez vite plus tard, qui va devenir d'ailleurs un historien très prestigieux puisqu'il va finir sa carrière au Collège de France, qui est Louis Chevalier, mais qui à l'époque est plutôt connu comme démographe, d'une part, et comme spécialiste de l'immigration, et qui a écrit, comme vous le savez j'imagine, Classe pauvre et classe dangereuse au XIXe siècle, texte par ailleurs absolument passionnant. Donc Louis Chevalier, qui à l'époque se pense et est pensé donc comme un grand spécialiste de la démographie et de l'immigration, publie des articles qui reçoivent le sceau très prestigieux et très scientifique, et d'autant plus prestigieux et scientifique que l'institution vient d'être créée. C'est le sceau prestigieux et scientifique de l'Institut national des études démographiques. J'y reviendrai sur leurs très prestigieux fondateurs, à savoir Alfred Sauvy et Robert Debré, le père fondateur de la pédiatrie française. Et Louis Chevalier, donc, publie plusieurs articles sur le sujet. Il est par ailleurs professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, très prestigieuse institution, comme chacun sait déjà à l'époque. Enfin, ça remonte à loin, parce que c'est une invention de la Troisième République, et où, globalement, il professe les mêmes cours. Bon, ce qui est évidemment cohérent. Et relativement à l'immigration nord-africaine, il écrit ceci, c'est un article donc publié dans le cadre de l'INED, validé par l'INED: les données essentielles du problème humain imposé par les Nord-Africains se ramènent, continuation de la citation, à ce fait fondamental, l'islam, qui crée, suite de la citation, par derrière toutes les apparences secondaires d'européanisation, un profond refus de toute assimilation. Suit quelques exemples, destinés, en bon historien qui va devenir destiné à illustrer la proposition générale par des constats empiriques irréfutables. Le changement de costume, l'usage de la langue française. Alors là, vous allez apprécier le vocabulaire employé. La pratique de nos banlieues, intéressant, ne change rien à la chose. Donc c'est bien effectivement la preuve que ce Nord-Africain peut porter costume cravate, parler un français parfaitement châtié, pratiquer nos banlieues, délicate formule, il n'en reste pas moins musulman. Et qu'est-ce qui est mobilisé? C'est plus du tout des critères de type ethnico-raciaux qui disparaissent complètement des textes de Louis Chevalier. Ce qui est uniquement mobilisé, c'est évidemment, comme on dirait aujourd'hui, la variable religieuse, qui emporte évidemment une variable culturelle, et qui devient, là, la cause exclusive, l'ensemble, devenant la cause exclusive de l'inassimilabilité supposée du Nord-Africain. Cette thèse, elle n'est pas simplement soutenue par Louis Chevalier, elle est soutenue en tant que telle par Alfred Sauvy et Robert Debré eux-mêmes, dont il faut rappeler qu'ils sont les fondateurs de l'INED, et Alfred Sauvy étant le premier président de l'INED, qu'il a dirigé et présidé donc pendant très longtemps, et qu'il a aussi dirigé pendant très longtemps la revue de l'INED, dont le titre m'échappe présentement, Population, et que Alfred Sauvy, comme Louis Chevalier, a fini dans le sein des saints de la République, à savoir au Collège de France.
Quant à Robert Debré, ce n'est pas une personnalité secondaire, c'est le père fondateur de la pédiatrie moderne française, donc c'est quelqu'un qui, dans le champ médical, occupe une position absolument éminente. Et par ailleurs, il est perçu aussi comme un très grand démographe. C'est des gens donc qui bénéficient, comme Marie Dubourdieu, de à peu près tous les signes et reconnaissances institutionnelles qui font d'eux donc des autorités en la matière. Et il publie en 1946 un ouvrage dont vous apprécierez également le titre, qui s'appelle, ils sont parfaitement républicains évidemment, Des Français pour la France, le problème de l'immigration. Vaste programme, comme aurait dit le général. Ouvrage qui n'est pas publié, là aussi il est encore par une petite maison d'édition parfaitement marginale, puisque cet ouvrage est publié, là aussi il est encore, dans la maison d'édition la plus prestigieuse que la France ait portée, puisqu'elle cumule tous les signes de reconnaissance intellectuelle et de notoriété, puisqu'il s'agit des très prestigieuses éditions Gallimard. Et la thèse majeure soutenue dans cet ouvrage est, là aussi et là encore, que les émigrés maghrébins sont inassimilables, et la cause de cette situation singulière, c'est évidemment l'islam, qui, je cite Alfred Sauvy et Robert Debré, rend, c'est là que commence la citation, la fusion des populations difficiles est sans doute peu souhaitable, car, ajoute-t-il, les résultats obtenus sont déplorables, tant pour la santé publique que pour la moralité générale. Classique, très classique mixophobie, qui est en général et en particulier une caractéristique des discours de type raciste, et globalement, au-delà de la seule caractéristique des discours de type raciste, donc ce n'est pas uniquement la caractéristique des discours de type raciste, est un élément qu'on retrouve dans évidemment tous les discours phobes. Pas tous, mais en tout cas, là, relativement à l'islam, évidemment. Là aussi, et là encore, on aurait, même en cherchant très bien, et en les lisant avec beaucoup d'attention, dans l'ouvrage des Français pour la France, le problème de la population, de même que l'ouvrage, l'article de Chevalier, l'ouvrage de Alfred Sauvy et Robert Debré est parfaitement congruent au régime de vérité établi après 1945 et au régime de scientificité établi après 1945, c'est-à-dire l'évacuation, l'éjection, la dévalorisation, le discrédit total de la variable ethnico-raciale au profit donc de la mobilisation donc, de la variable culturelle et culturelle. Ce qui permet, me semble-t-il, là, relativement, de comprendre notamment comment, effectivement, un discours peut perdurer, mais la condition de perduration, si je puis dire, de ce discours, c'est que justement, il ne peut perdurer que parce que les ressorts scientifiques mobilisés pour tenir son discours ont été radicalement modifiés. Et c'est évidemment cette condition-là qui est absolument nécessaire, pour ne pas dire suffisante, en tout cas absolument nécessaire, au fait que le discours sur l'inassimilabilité du nord-africain et du musulman perdure. Autrement dit, c'est bien une discontinuité argumentative qui garantit la continuité d'un certain nombre de représentations antérieures qui peuvent être ainsi défendues à nouveau frais et conformément donc au nouveau régime de vérité et de scientificité qui se constitue peu à peu après-guerre, et qui permet évidemment de comprendre pourquoi des textes, des discours, qui relèvent donc pour nous de la scientificisation du préjugé et du sens commun, peuvent évidemment perdurer dans le temps, justement parce que ils ne sont pas perçus par ceux qui les élaborent et par ceux qui les reçoivent comme tels, et s'ils ne sont pas perçus comme tels, c'est évidemment parce que ceux qui les tiennent se sont, si je puis dire, ajustés aux évolutions du régime de vérité. Je pourrais prendre un autre exemple, et je finirai là-dessus, emprunté à la psychologie des peuples, où la thèse selon laquelle le sauvage est un grand enfant, thèse très ancienne qu'on trouve déjà dans des textes du XVIIIe, le noir comme grand enfant, le noir comme celui qui, à un moment donné, voit le progrès de sa raison stoppé par différentes considérations ou pour différents motifs. Alors un motif racial, un motif ethnique, la conjonction des deux, bref. La thèse du noir comme grand enfant, ou la thèse du maghrébin comme voyant, là aussi, pour des raisons culturelles, sa raison stoppée en raison de ce cercle de fer qui est supposé mettre un terme au progrès, pour reprendre les termes de Renan. Cette thèse, dont on pourrait retrouver les origines très lointaines au XVIIIe et après,
elle ressurgit sous la plume de très distingués psychologues des peuples après 1945. Et là aussi, et là encore, on a affaire exactement au même type de mouvement, c'est-à-dire continuité du thème, discontinuité radicale des arguments mobilisés pour le soutenir, et ce qui va être mobilisé après 1945 pour expliquer, c'est le cas entre autres de l'article que j'ai cité tout à l'heure sur la psychologie, la psychopathologie de l'Africain avec un A majuscule, qui est, j'avais oublié de vous donner le nom de l'auteur, qui est un psychologue britannique, par ailleurs grand spécialiste, enfin très bon connaisseur d'une partie de l'Empire britannique et notamment du Kenya, qui s'appelle Carothers. Le texte doit être publié, le texte que j'ai cité doit être publié en 1954 ou 1956, je n'ai plus la date exacte en tête, mais il doit être facile à retrouver, en tout cas il est à la BNF, c'est là où je l'ai trouvé. Et donc, par exemple, le texte de Carothers sur la psychologie, la psychopathologie de l'Africain repose exactement là-dessus. Et Carothers fait quoi? Il défend absolument la thèse selon laquelle l'Africain présente des traits psychologiques qui font de lui une sorte de grand enfant, ou en tout cas l'Africain adulte présente des traits psychologiques propres à l'enfant. Il mobilise pour cela les dernières découvertes de la psychologie infantile, et où est-ce qu'il va chercher ses arguments? Du côté de Piaget, évidemment. Ce qui lui permet évidemment de présenter un texte qui, au regard des exigences académiques de saison et du régime de vérité à un moment donné de cette discipline, est parfaitement adéquat aux normes de la discipline, puisqu'il mobilise celui qui est effectivement pensé et qui doit être pensé assurément comme le fondateur et comme l'un des très grands fondateur de la psychologie infantile.